Bonjour à tous. Et voilà, nous en sommes au 8e webinaire Open Education Global francophone pour la semaine de l'éducation ouverte. C'est un événement mondial. Il y a des centaines et des centaines d'événements partout dans le monde, dans toutes les langues et sur tous les continents. Nous, c'est une petite équipe de bénévoles qui se dévoue pour faire connaître l'éducation ouverte. L'éducation ouverte, c'est le copier-coller des contenus éducatifs permis par l'informatique, le fait de pouvoir le diffuser sur Internet et surtout le fait de, en tant qu'auteur, de donner l'autorisation à toute personne de le réutiliser, ce qui le rend très utile. Il peut être imprimé, il n'y a plus de questions numériques derrière. Et évidemment, ça, c'est la façon extrêmement simple de présenter le projet, mais qui a donné lieu à Wikipédia et qui a donné lieu à tant d'initiatives déjà dans le monde d'enseignants qui avaient envie de partager des belles ressources éducatives de bonne qualité pour favoriser un accès à tous à l'éducation. Voilà, j'ai demandé à Philippe Petitqueux de m'accompagner puisque moi je suis devenue ces dernières années une experte de la dématérialisation des diplômes avec les technologies blockchain. Et en m'intéressant à cette question, en fait, c'est plus tellement la blockchain dont on a parlé, mais la décentralisation des certifications. Ça veut dire un peu reconnaître autre chose que dans le diplôme, mais que ce soit un diplôme ou autre chose, une compétence, eh ben, l'idée d'utiliser un standard commun fait son chemin. Et pour l'instant, j'ai surtout envie d'écouter qui va nous présenter les Open Badges. Et après, je rebouclerai sur l'éducation verte et les travaux qu'on fait à l'université de Lille. Je donne juste la parole 2 secondes avant, Philippe, que tu commences, aux bénévoles qui m'accompagnent dans toute cette aventure et sans lesquels rien n'aurait été possible. Je les fais dans l'ordre où je les vois à l'écran. Donc, Jules d'abord. Merci Perrine, je suis Jules Tillac Famoué, enseignant de mathématiques et ingénieur technopédagogue. Ici, j'interviens en tant que bénévole. Merci Perrine. Lucie. Bonjour, je suis Lucie Grasset, je travaille à la chaire UNESCO Relia sur les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle à l'université de Nantes en France. Je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Florilège qui a pour but de rassembler les ressources éducatives libres en français sur un annuaire, de les annoter, les indexer. Je suis contente de faire partie de la petite équipe de bénévoles autour de Perrine, Jules et puis Najwa. Merci beaucoup. Najwa, je te passe la parole. Merci Lucie. Oui, je suis Najwa Hajali. J'enseigne les mathématiques à l'université. Je suis très intéressée par le sujet des Open Badges. Bon, mais avant, je dis que je suis bénévole ici avec Perrine et Lucie et Jules. Voilà. Merci. Merci, Najwa. Et tu es avec nous depuis Tunis. Ouais. Voilà, je ne sais pas si tu l'avais dit. Merci beaucoup. Maintenant, on ferme les micros, les caméras. On te laisse présenter. On reviendra tout à l'heure quand tu auras terminé. Merci, Philippe. Entendu, mais n'hésitez pas à m'interrompre quand même si je vais trop vite. Donc, je suis en plein écran, je vous vois pas, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, je suis Philippe Petitqueux, je travaille pour l'enseignement agricole en Normandie. Je suis délégué régional au numérique. J'accompagne les établissements sur l'innovation et les usages du numérique. Je suis également secrétaire de l'association Reconnaître, qui œuvre à promouvoir des pratiques de reconnaissance plus ouvertes et ces instruments que sont les Open Badges. Et puis, je co-anime aussi le collectif Badgeons la Normandie, un collectif d'acteurs de l'éducation, de l'insertion, de la formation, de l'emploi, voilà, qui vise à expérimenter les badges. Donc ça fait 5 ans, mais là j'ai choisi une petite présentation un peu centrée sur ce qu'on fait dans l'enseignement agricole pour vous permettre de comprendre comment on utilise les badges dans notre petit système éducatif. Le point de départ en fait de l'utilisation des Open Badges chez nous, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, on cherche à valoriser tous ces apprentissages dits informels
depuis longtemps. Il y en a particulièrement beaucoup chez nous parce qu'on a des internats, on a une vie scolaire importante, on a des projets artistiques et culturels, on a des délégués éco-responsables, on a des projets d'animation du territoire, donc énormément de choses qui sont pas ou peu valorisées. Et ce point de départ nous a fait découvrir les badges en 2015. Alors, reconnaître les apprentissages informels, ça fait longtemps qu'on essaie de le faire, hein, avec les portfolios, avec livret de compétences, etc. Mais rien n'avait jamais été vraiment satisfaisant. Et avec les badges, eh bien, on a découvert des outils qui nous ont parlé et on les expérimente depuis maintenant 5 ans dans l'idée de enrichir nos parcours de formation. C'est un peu cette idée. Et on peut voir ici dans l'illustration à gauche de montrer qu'on est plus que nos résultats scolaires. Voilà, en gros, la base. Et puis, on a identifié aussi d'autres buts des usages des Open Badges. Donc, pas seulement les apprentissages informels, mais aussi on peut cartographier, on va voir pourquoi, grâce aux badges, des communautés de pratique, des projets. On peut reconnaître toutes sortes de choses, hein, valoriser toutes sortes de choses, contribuer à construire le sentiment de compétence, l'estime de soi. Donc, en utilisant des pratiques de reconnaissance plus ouvertes en même temps que les badges. Parce qu'on peut aussi utiliser les badges de façon académique, hein, comme ça se fait dans les domaines de la micro-certification. Là, on va voir que on peut rendre tout le monde acteur en fait de la reconnaissance avec les badges. Et c'est aussi l'idée avec la thématique d'aujourd'hui, Open Educational Resources, et nous, c'est Open Recognition, Open Badges. Alors un badge, si vous connaissez pas du tout ce que c'est, on en voit seulement l'image, mais en fait c'est une image qui comporte des informations sur ce que reconnaît le badge, donc des métadonnées, et c'est un objet très riche en informations. Avec un simple badge, donc une image qui encapsule des métadonnées, on peut savoir qui a émis le badge, ça peut être une organisation, une personne, un groupe, qui l'a obtenu, à quelle date, ce qu'il reconnaît. On va voir que ça peut reconnaître toutes sortes de choses, les critères pour avoir obtenu le badge, les preuves ou de la documentation. On va voir également la communauté des autres bénéficiaires du badge, tous ceux qui ont bien voulu rendre visible aussi leur badge. Eh bien, le badge est un connecteur, comme ça. On peut également discuter autour d'un badge, même si c'est encore assez sommaire, mais c'est cette idée qu'on peut avoir des conversations. On peut donc enrichir un badge comme un micro-portfolio. On peut ajouter, une fois le badge émis, toutes sortes de liens, documents, voilà, comme un portfolio. On va trouver aussi des endossements. Donc, des endossements sont des personnes qui vont attester de ce que revendique le badge. Ils vont pouvoir endosser le porteur du badge sur ce qu'il revendique à travers son badge. Donc, on peut voir aussi la communauté, l'écosystème de confiance, on va dire, autour d'un badge. Et ça, c'est très important lorsque justement on conçoit un badge, on conçoit un écosystème l'écosystème autour du badge, de reconnaissance, de confiance. Donc voilà, avec un simple badge comme ça, on peut afficher toutes sortes d'informations très riches. On peut aussi lier à des référentiels pour que ça puisse être peut-être lisible plus facilement par la machine, en veillant à ne pas faire uniquement des badges qui collent précisément au référentiel. Ça en est plutôt là dans une démarche micro-certification. Nous, on explore plutôt, on est plus dans une démarche de reconnaissance non formelle, informelle. Mais on peut tout faire avec les badges, c'est un outil neutre au départ. Donc, quel est le but d'avoir des badges dans l'enseignement agricole? Alors, des badges qui ne sont pas uniquement pour les apprenants, mais aussi pour les adultes encadrants. En fait, les badges, c'est pour tout le monde. Ça peut être aussi pour des personnes morales, des établissements. Tout ce qui a une adresse de courriel, en fait, qui est basée sur le standard Open Badge 2.0 aujourd'hui, eh bien, peut demander un badge, l'afficher. Le principe est donc de pouvoir rendre visibles ces reconnaissances à travers l'utilisation des badges et la gestion dans ce qu'on appelle un passeport de badge, ou autrefois, il y a quelques années, on disait encore sac à badge ou backpack. Et donc, ensuite, de pouvoir gérer la visibilité de ces badges. On n'est pas obligé de les rendre visibles, de les mettre en mode public, on peut aussi les garder pour soi ou seulement les partager à certaines personnes.
On est totalement en contrôle de ces données. Le standard Open Badge, il est Privacy by Design. Donc à tout moment, je peux supprimer mon badge ou le remettre en mode privé. On ne peut pas me badger malgré moi. Il faut toujours également que j'accepte le badge si on m'en propose un. L'idée aussi donc pour nous, c'est de travailler une nouvelle forme de CV. Le standard Open Badge, c'est aussi un système de vérification que le badge n'a pas été modifié une fois qu'il a été émis. Donc, dans les cas où le badge porte, on va dire, un élément qui a besoin d'être vérifié, comme une certification, par exemple, eh bien, on peut s'assurer que le badge n'a pas été modifié. Et on peut aussi donc créer des CV qui sont qu'on appelle 3D parce qu'ils sont vérifiables. Contrairement à un CV papier, voilà, où on va écrire que du texte, et bien là, on a des liens et on peut cliquer sur les liens et puis vérifier que le badge n'a pas été... Alors, j'ai un chien à la maison, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Excusez-moi. Et puis donc... Non, on n'a pas entendu. Vous n'avez pas entendu, d'accord. Donc, le micro fait bien son travail. Et donc, cette idée de pouvoir... pour nos apprenants, notre communauté éducative aussi, en cliquant sur un badge, eh bien s'en servir pour parler de son expérience, parler de ses compétences, ce n'est pas facile pour tout le monde, et puis de valoriser toutes sortes de choses qui ne sont pas uniquement des résultats scolaires. On peut travailler autour de valeurs, on peut travailler autour de valoriser des stages, on peut documenter son badge de stage, on peut rendre visible des apprentissages autres extérieurs à l'école. On peut aussi rendre visible des aspirations, des choses qui nous plaisent, et d'offrir un portrait de soi beaucoup plus complet que uniquement axé sur ses résultats scolaires. Donc, documenter ses apprentissages, je ne dis pas que c'est naturel de le faire pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un bon outil pour les enseignants lorsqu'ils veulent, par exemple, animer un projet ici autour de la transition agroécologique, par exemple. Si on veut documenter ici une pratique pour notre Mélanie, notre compte fictif ici, documenter sa pratique autour d'une activité d'animatrice, on peut ajouter comme un micro-portfolio, documenter son badge. Et pour les enseignants, c'est intéressant parce qu'ils peuvent s'en servir comme support pour documenter les contributions et les apprentissages de chacun pendant toute la durée du projet. Donc on est vraiment dans l'esprit portfolio, sauf que les Open Badges, en plus, ils sont portables. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on n'est pas enfermé dans une plateforme, on peut les rendre visibles dans de nombreux environnements numériques. Et on peut afficher plusieurs fois le même badge partout. Donc, documenter ses apprentissages. Le badge, ce qu'on ne sait pas forcément lorsqu'on ne connaît pas le badge, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de fonctions. C'est un outil de reconnaissance multifonction. Bien entendu, beaucoup d'usages sont autour de l'attestation de quelque chose. J'atteste l'achèvement d'un parcours de formation, par exemple. On va avoir le badge, j'ai suivi le MOOC, j'ai fait ça, j'ai participé. Donc, cette fonction d'attestation, elle marche bien. C'est pas forcément la plus intéressante, surtout si c'est uniquement cette fonction qui est visée. Dans ce cas, les badges sont pas forcément l'outil le plus pertinent. Documenter, on l'a dit, les badges sont, une fois qu'ils sont émis, peuvent continuer à être documentés, ce qui veut dire que on peut imaginer le badge comme un point de départ d'une démarche d'apprentissage et nommer le badge « j'entame » ou « j'explore » une pratique, par exemple, particulière, et je documente ma pratique. Je montre que ma pratique évolue. Donc le badge est là vraiment une vraie différence avec une micro-certification. Il est évolutif. On peut également identifier les badges, c'est pas que des apprentissages, c'est aussi identifier des rôles, des expertises au sein de communautés de pratique. Ça marche plutôt bien. Qui est-ce qui est expert en blockchain, par exemple? Eh bien, Perrine peut avoir son badge experte en blockchain qui pourra être reconnu, endossé au sein de sa communauté ou par d'autres experts en blockchain, par exemple. C'est cette idée de pouvoir identifier des rôles, des expertises. L'endossement, on pourra en parler, c'est ce qu'on retrouve aussi déjà dans LinkedIn, par exemple, cette
idée de recommander des compétences. On trouve ça dans LinkedIn, les attestations, les courriers de soutien que vous demandez. Eh bien ça, on peut aussi avoir ça au niveau du badge. Non seulement on peut endosser le porteur du badge, mais on peut aussi endosser ce qu'on appelle le moule du badge, la classe de badge. Un badge qui pourrait être co-conçu avec plusieurs partenaires. On pourrait créer un badge ensemble et ensuite montrer que tous les partenaires endossent le badge. Cette information est ensuite visible sur le badge, ce qui augmente de fait sa valeur. Donc, 2 formes d'endossement principalement ici. Et ça, c'est particulièrement important lorsqu'on veut construire l'écosystème de reconnaissance d'un badge. Voilà, lorsque je vois que ce badge, je peux l'obtenir, je vois qu'il est déjà reconnu comme étant important par l'Université de Lille, de Toulouse, par la région Hauts-de-France, etc., eh bien, ça va me donner peut-être plus envie de l'obtenir. Relier des personnes, les personnes qui demandent le même badge et qui les rendent visibles, eh bien, on découvre les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Le badge a cette fonction de connecteur. Ainsi, lorsqu'on propose des badges, par exemple autour de valeurs communes, eh bien, on peut s'unir autour d'un badge comme on le faisait dans les années 80 avec le pins. Hein, c'est cette idée d'avoir un symbole qui nous relie, mais c'est aussi relier des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt pour des apprentissages en particulier. Cartographier, vous l'avez vu très vite, on peut afficher son badge sur une carte si on le souhaite, on décide de se localiser et de dire que tel badge est ici. Donc une communauté de pratique, on peut la rendre visible avec un simple badge. On peut le faire aussi avec d'autres OpenStreetMap, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les personnes sont les personnes elles-mêmes qui se positionnent sur leur badge sur la carte, et ainsi elles créent elles-mêmes la cartographie de leur communauté. On utilise les badges aussi pour communiquer sur les réseaux sociaux, donc on communique par rapport à ce que reconnaît le badge, à l'émetteur, aux bénéficiaires, donc c'est aussi un bon outil pour communiquer. Le badge pour accréditer des ambassadeurs, hein. Tout simplement, une organisation peut émettre des badges d'accréditation, ça marche très bien. Lorsqu'on associe également des badges entre eux pour créer des badge pathways, des parcours de badges, ça rend visible des parcours d'apprentissage possibles. Ça a un côté visuel qui est intéressant, qui permet à une personne de se dire, ben, voilà tout ce que le chemin que je peux prendre. On peut faire des chemins d'apprentissage linéaires ou avec d'autres chemins possibles. Le Dôme, qui est un Fab Lab chez nous à Caen, fait ça très bien. Excusez-moi, je vais tousser de 10 secondes. J'arrive. Voilà, j'ai un léger rhume. Le Dôme fait ça très bien. Le Dôme propose un Fab Lab. Et lorsqu'on arrive au Dôme, on voit une carte avec tous les badges qui représentent les activités qu'on peut faire chez eux avec différentes postures. La posture qui est de découverte, de test, de pratiquer avec de l'aide, de pratiquer en autonomie jusqu'à la dernière posture. On parle plutôt de posture, nous, dans notre monde non formel, informel, plutôt que de niveau. Mais la dernière posture qui est, je suis en capacité de transmettre et je suis reconnu pour ça. Donc voilà, et dernière chose, ouvrir, parce qu'avec un badge, comme dans le monde physique, on peut ouvrir une porte aussi avec un badge. Un badge peut nous donner accès à d'autres badges, à d'autres ressources, ou si vous connaissez des plateformes telles Moodle, par exemple, ça peut être une clé d'inscription à un cours. On a développé ça dans l'enseignement agricole. Ainsi, le Open Badge est un support numérique universel, multifonction, pour la RTLV, on appelle ça, nous, reconnaissance tout au long de la vie. Et on insiste sur le fait qu'il y a une variété d'usages. Il y a bien sûr la micro-certification. C'est pas un problème, ça marche. C'est un support. On peut mettre ce qu'on veut dans un badge. Moi, j'ai un ensemble de badges où j'ai, par exemple, mis mes diplômes dedans. Alors, ça a moins de valeur qu'un diplôme qui serait sécurisé, émis par mon université et mis dans la blockchain, bien entendu, mais techniquement, ça marche. Je peux rendre visible une certification, un titre, un diplôme avec un badge. On peut aussi, ici, les référents chez nous de notre programme Enseigner à produire autrement ou des référents réseau mixte technologique, enfin tout ce qui peut être référent ou référente ici, on peut identifier ces personnes dans une communauté.
Les ambassadeurs, hein, ça c'est ambassadeur de AgroChallenge chez nous, de l'enseignement agricole. Les fameuses soft skills ou CPS ou habiletés socio-cognitives, comme vous voulez qu'on les appelle, ou compétences humaines, eh bien, dont on discute beaucoup aujourd'hui, eh bien, les badges sont un bon support pour ça, pour identifier, documenter, valoriser. Mais chez nous, pas certifié. Nous, on certifie pas les soft skills, mais on peut travailler dessus. Les engagements, chez nous, tout ce qui est autour de l'engagement citoyen, l'engagement de l'éco-responsabilité, ça sont des badges émis par notre ministère. Moins travaillé, mais avec quelques exemples, l'identité professionnelle, qui est peut-être en perte de vitesse dans certaines sphères, est encore importante. Chez nous, je suis prof team. Team, c'est technologie informatique multimédia. Cette idée aussi de pouvoir utiliser les badges pour communiquer sur son identité professionnelle. Les pratiques, nous on aime bien travailler sur les pratiques plutôt sur les compétences. Hein, donc on peut rendre visible comme ça une pratique avec, vous voyez, plusieurs postures. Ici, on peut aller de 3 à 5 postures. C'est chaque communauté qui va s'organiser. De la posture je découvre à celle de je pratique ou celle je suis en capacité de transmettre. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est toujours dans l'idée de documenter une pratique, surtout dans les sphères métiers où les pratiques évoluent beaucoup à cause de l'impact du numérique, des transitions. Rendre visible des communautés de pratique, ça je vous l'ai montré déjà, des savoir-faire particuliers. Hein, chez nous, on peut avoir ce type de savoir-faire qui sont développés dans les formations. On peut aussi rendre visible comme ça. Je vais encore tousser. Vous couperez au montage. Je suis initié au recyclage du plastique. Voilà une expérience tout simplement. Des fois, on se dit mais pourquoi un badge pour des choses aussi qu'on a l'air si futiles. Mais en fait, faut pas prendre les choses de façon isolée. Mais on peut montrer qu'on a été initié, qu'on a découvert quelque chose. Le fait de le montrer, de le documenter, eh bien, ça dit quelque chose de notre centre d'intérêt. Et si on a d'autres badges dans ce type-là, eh bien, ça permet de montrer une motivation pour quelque chose en particulier. Les badges collectifs, importants aussi chez nous, un projet de FarmBot, c'est un robot maraîcher open source sur lequel on a travaillé pendant 3 ans en Normandie. Eh bien là, il n'y a pas de référentiel commun. Donc on a étudié ce robot maraîcher sous l'angle de l'agronomie, du numérique, de la robotique, de l'acceptation sociale. On est multi-partenaires. Eh bien, on a créé les badges pour rendre visible, valoriser, voilà, toutes les compétences, tout ce qu'on a pu apprendre à travers ce projet. C'est très simple à mettre en place. Les affiliations, voilà, je suis membre d'une asso, etc. Des parcours, je vous ai montré tout à l'heure d'apprentissage. Ici, on a une petite application qui s'appelle Minimap, qui permet de rendre visible, voilà, un parcours possible vers plus d'agroécologie. Ça, c'est créé par la Chambre d'agriculture. Et puis les compétences numériques aussi, celles qu'on a développées massivement pendant le confinement, par exemple, et bien rapidement, on peut rendre visible comme ça des pratiques, des capacités, des compétences. Et aussi, je termine avec une personne compétente, parce que, comme vous le savez, on peut pas voir une compétence, mais on peut voir une personne compétente. Donc, on aime bien travailler sur cette idée-là, de rendre visibles les personnes compétentes. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le support Open Badge est très varié. Maintenant, parlons de la reconnaissance. Ce qui nous a profondément marqué lorsqu'on a travaillé avec la communauté internationale qui nous a fait découvrir l'Open Badge, notamment Open Recognition Alliance ou la Badge Alliance, Serge Ravet, qui est un des experts, Don Present au Canada, ils ont développé cette idée de reconnaissance ouverte. Ils sont partis du principe que tout était open, open data, open source, mais pas la reconnaissance. Et ils ont identifié qu'avec les badges, on pouvait, ça c'est un cadran qui est proposé par Serge pour une lecture un petit peu de la reconnaissance, et bien qu'on pouvait avec les badges couvrir tout le spectre des pratiques de reconnaissance, qu'elles soient des plus formelles ici, donc on peut créer des badges de compétences, des micro-certifications, etc. Mais on peut aussi aller du côté de badges collectifs, donc créer des badges collectifs
des badges autour de l'affiliation, de communautés de pratique, mais aussi des badges peuvent être créés par les personnes elles-mêmes. Lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance, vous pouvez créer votre propre badge et ensuite aller chercher des endossements par des pairs, par des tuteurs, des encadrants. Donc vous êtes beaucoup plus acteur de votre reconnaissance ici, ou des badges qui vont avoir des fonctionnalités techniques, comme je vous l'ai dit, ouvrir par exemple des vraies portes dans la vie ou des portes numériques, ou des badges qui permettent de discuter, qui sont le fruit d'une conversation. Je pense par exemple à Wikibadge, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un principe de wiki qui permet de définir, concevoir un badge à plusieurs. Donc, comme sur n'importe quel wiki, il y a une discussion qui s'opère sur ce qu'on a envie de reconnaître. Par exemple, un badge qui reconnaît l'engagement. Quels seraient les critères, voilà, quelle serait la méthode de validation, qu'est-ce qu'on reconnaît vraiment. Donc, une discussion peut se mettre en place comme sur un wiki. Puis après, il y a un consensus. Et le badge est le reflet de ce consensus et peut être ensuite utilisé et créé à partir du wiki directement. Donc ça, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la reconnaissance, elle est, surtout si vous êtes du milieu académique, on a tendance à ce que ça soit toujours les enseignants qui reconnaissent les apprenants. Et les apprenants ont aussi cette culture de dire d'être en attente de reconnaissance. Ils viennent chercher une reconnaissance, ils suivent des cours, ils sont évalués, ils ont des notes et ils attendent le diplôme. Donc nous, on vient un petit peu bousculer tout ça en leur proposant d'être acteurs de leur reconnaissance. Donc ça invite à changer de posture, donc c'est de se dire, si on veut travailler sur la reconnaissance non formelle, informelle, il est bien d'impliquer les acteurs, les personnes, dans leur reconnaissance. Ça peut aller jusqu'à la conception, la co-conception du badge. On a des cas d'usage chez nous où la direction d'un établissement va concevoir un badge avec des professionnels de l'agriculture et des apprenants sur certaines capacités qui sont pas forcément bien valorisées dans le diplôme, ou alors qui ne sont pas du tout présentes dans le diplôme parce que le diplôme est trop vieux. Il n'a pas été mis à jour depuis 8 ans. Et donc, il y a un intérêt à créer des badges qui vont avoir une valeur d'usage directement auprès d'une branche professionnelle parce qu'on les aura co-conçus. Et puis donc également impliquer les jeunes dans la reconnaissance dans leur propre reconnaissance, c'est-à-dire que plutôt que de leur créer tous les badges, on a des actions éducatives qui sont autour de la valorisation de l'engagement associatif des jeunes. Vous avez ça à l'université. Vous avez l'obligation de le reconnaître sous forme de crédit ou c'est vous qui choisissez la forme. Eh bien, c'est toujours cette idée que ça devrait être forcément l'autorité, l'institution qui crée le badge et qui le valide à travers un processus de vérification. Or, voilà, si l'idée c'est de valoriser des choses qui sont extrascolaires, eh bien, on peut encourager plutôt les jeunes à créer leur propre badge, à les accompagner à documenter le badge, à réfléchir sur les compétences, capacités qu'ils mettent en œuvre, d'aller chercher des endossements eux-mêmes de la part de leur encadrant, de leur père, et puis de documenter. Donc voilà, on est dans des démarches qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre parce que c'est un vrai changement de culture, mais c'est cette idée-là qu'un badge, c'est open, et on peut comme ça soutenir le pouvoir d'agir de nos jeunes. Donc ça sont des petites affiches qu'on a créées il y a 2 ans pour encourager les jeunes à créer des badges. Pardon. Et je termine un petit peu quelques exemples. On a un réseau national des éco-responsables, donc des encadrants et des jeunes qui travaillent ensemble autour de leur action sur l'éco-responsabilité. Et les badges que vous voyez ici, ils ont été co-conçus avec les apprenants et les encadrants, ce qui est une garantie de la réussite. Si on souhaite reconnaître des personnes, surtout dans les domaines comme ça, non formels, informels, c'est bien de les impliquer, je vous l'avais déjà dit. Et donc ici, un ensemble de badges a été créé au sein ici d'une communauté d'intérêts, de pratiques, qui sont les éco-responsables. On a aussi l'idée que lorsqu'on a un projet,
eh bien, plutôt que de créer un badge spécifique pour tout le monde, eh bien, on crée un badge du projet. On utilise le badge pour documenter le projet. On peut ainsi garder une trace des apprentissages. On s'en sert d'outil d'animation pendant la durée du projet, comme un portfolio. On l'utilise pour communiquer aussi sur le projet, pour cartographier et avoir en même temps des indicateurs de réussite ou d'impact, en fait, le nombre de personnes qui vont partager leur badge, le nombre d'endossements. Donc ça, c'est pas encore généralisé, hein, c'est encore chez nous des approches qui prennent du temps, c'est de la conduite du changement, mais c'est une autre approche, voilà, collective de la reconnaissance où en même temps c'est beaucoup plus inclusif. Il y a bien sûr des risques avec les badges de mal les utiliser, le badge du meilleur employé, du meilleur élève, etc. Ou tes passages, tu n'as pas ton badge, tu n'as pas bien travaillé. Donc ici, on est dans une démarche où on est à égalité. Hein, on ne cherche pas à valoriser une personne plus que l'autre, mais chacun va avoir le même badge au point de départ et va pouvoir documenter sa propre contribution et avoir un badge personnalisé parce qu'il n'aura pas les mêmes endossements, etc. Voilà, c'est cette idée. Là, c'est aussi pouvoir documenter des actions. Ce sont des objets, comme je vous l'ai dit, visuels. Donc, ça, c'est un exemple EPA2, c'est enseigner à produire autrement. Chez nous, c'est le programme qui amène l'enseignement agricole à modifier ses pratiques au vu des transitions. Et donc, l'idée d'utiliser les badges pour documenter. Et dernière chose, et je crois que j'ai terminé, pour une autre communauté de pratique, c'est celle du numérique éducatif. Ça, c'est donc un programme auquel je participe qui s'appelle Acoustis. On a réfléchi depuis longtemps comment utiliser les badges pour le numérique. Vous avez connaissance du B2I, le C2I, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est PIX, mais on est dans la certification avec PIX. Nous, on s'est dit, on n'est pas dans une démarche de certification des compétences de nos enseignants parce que on a vu que ça ne marchait pas. On est plutôt dans l'idée d'utiliser des outils pour rendre visible leurs pratiques, leur permettre de rendre visible ce qui les intéresse, les sujets qui les intéressent, les sujets qu'ils pratiquent, les sujets qui sont en capacité de transmettre à leurs pairs. Aussi d'identifier des nouvelles pratiques parce qu'en publiant un badge, eh bien, on montre qu'il y a une nouvelle chose à apprendre et je peux demander le badge. Hein, par exemple, Fab Lab, j'explore. Et ensuite, si on partage son badge et qu'on se localise sur la carte, eh bien, on peut rendre visible la communauté. Donc, l'idée d'utiliser les badges pour se reconnaître entre pairs, faciliter la création de groupes de pratiques, valoriser les compétences individuelles et collectives, rendre visibles, lisibles les opportunités d'apprentissage et identifier de nouvelles compétences à acquérir. Voilà, je crois que j'ai fini. Parce que je pourrais encore parler longtemps sur les badges. Et voilà, ben moi j'ai mis mes plus belles lunettes pour reprendre. Et ne t'inquiète pas, quand tu tousses au montage, on mettra des aboiements, comme ça sera facile. C'est bien que tu puisses faire une pause. Si tu veux aller chercher un verre d'eau, je t'en prie. Merci. Alors, il y a déjà plein de questions, notamment de Najwa, qui est toujours qui a dit dès le départ qu'elle avait hâte de t'entendre. Peut-être qu'on va les prendre et puis après, j'expliquerai le lien avec mes travaux à l'université. Est-ce que tu peux choisir? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, alors je vois choisir deux, trois, rebondir. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Je n'ai pas compris le choix du terme posture, remplacement de niveau de compétence. Je vais peut-être vous montrer quelque chose. Oui, il y a un onglet questions en fait. Là, tu as regardé notre chat, ce qui est très bien, mais il y a un onglet questions avec les questions qui sont dedans en fait. Ok. L'onglet questions. Ah, il est là. D'accord. Alors, je commence par la première. Ouais. Est-ce que la posture. Commence par la posture. Je trouve que c'est intéressant d'expliquer la posture. Alors, dans ce cas-là, je vais juste vous partager. Ça va être plus simple. Je vous partage très rapidement la fenêtre. Vous allez voir. Vous montrer ce que sont les badges de posture. Hop, ici. Ça, c'est une matrice de badges qui a été co-créée au sein d'un projet FEDER. Ici. C'est dans l'idée
que plutôt que d'utiliser des niveaux qui ne sont pas clairs, quand on parle de niveau 1 pour aller à niveau 2, niveau 3, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et en plus, on n'est jamais vraiment, on peut toujours être un peu à la frontière. Hein. Est-ce que c'est 2? Non, mais tu crois pas que ça mérite niveau 3, etc. Donc, pour sortir de ces considérations, on a plus utilisé une approche qui est progressive, qui est lorsqu'on est dans un savoir-faire, un savoir-être, une expérience, un projet, un groupe, un parcours, peu importe, on est dans une posture de découverte de quelque chose, on prend connaissance, par exemple, vous voyez, une posture passive, jusqu'à je teste quelque chose, je commence à apprendre, hein, j'indique une action, une initiation, jusqu'à ensuite je peux pratiquer, j'indique une connaissance pratique. Alors, c'est pas forcément 5 postures. Hein. Ici, c'est leur choix, 5 postures, on peut en avoir moins. Ça, c'est un choix à faire. L'idée que ensuite la posture, ensuite, c'est celle d'être je pratique, mais aussi je documente ma pratique. J'ai une approche réflexive plus poussée de mes pratiques. Jusqu'à, je suis en capacité de transmettre, je suis reconnu pour ça par les autres, de transmettre ici une compétence particulière. Est-ce que ça répond à votre question? Vous me le direz dans le chat. Deuxième question, est-ce seulement des institutions d'enseignement qui sont habilitées à délivrer des badges? Alors, justement, c'est Open Badge, tout le monde peut créer des badges, c'est une technique très simple. Il y a des plateformes, quelques plateformes open source gratuites, il y en a peu encore, mais enfin techniquement, créer un badge, tout le monde peut le faire. Le travail n'est pas là, il est dans la question de travailler la valeur d'usage du badge. Avec, voilà, pourquoi est-ce qu'on crée le badge? Pour qui? Pour reconnaître quoi? Et par qui il est reconnu, ce badge? Donc techniquement, je réponds à Najwa, tout le monde peut créer des badges. Comme tout le monde peut créer un site web. Ensuite, la question, c'était Jules, ok, le terme posture. Est-ce que les badges sont reconnus dans l'évolution professionnelle? Alors, c'est tout un travail qu'on mène aujourd'hui. On a un comité national des acteurs des badges numériques qui a été créé l'année dernière. Nous avons fait un colloque en décembre 2023 au CESE à Paris. C'était le 21 décembre, je crois. Et nous avons produit un livre blanc où nous étudions comment les badges, et surtout pas que les badges, en fait, c'est la reconnaissance des compétences, de l'expérience non formelle, informelle, comment est-ce qu'elle pourrait être prise en compte dans l'évolution professionnelle. Et c'est pas une question simple, c'est pas tellement un problème d'outils, mais c'est plutôt quelle place on accorde au non formel. Donc, les badges peuvent être reconnus dans l'évolution professionnelle, ça dépend. Si on est une société qui s'appelle IBM, qui a lancé les badges en 2014, et puis qui a une culture du développement professionnel continu, qui valorise ses salariés dès qu'ils apprennent des nouvelles choses et qui peuvent progresser dans leur entreprise, les badges, ça a été un vrai catalyseur pour ça chez IBM. Mais si on est dans une autre sphère où on progresse à l'ancienneté, ou par des grilles, ou par d'autres choses, dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Le problème n'est pas le badge en lui-même. Est-ce que c'est une institution qui endosse un badge ou bien une personne? Les deux sont possibles, Najwa. En fait, tout ce qui est... on va dire que le cas le plus courant, c'est lorsque plusieurs institutions créent un badge ensemble, où une institution a créé un badge et une autre institution souhaite apporter son crédit en tant qu'institution à un badge. Ils vont endosser ce badge-là, ce qu'on appelle le moule du badge. Et ensuite, il y a des personnes qui ont ce badge, qu'on appelle les porteurs de badge. Ils peuvent être aussi endossés par d'autres personnes, mais aussi, pourquoi pas, par une institution. En fait, tout ce qui a une identité numérique peut endosser. Une autre question de Najwa, qui est habilité à délivrer un badge? Je crois que j'avais déjà répondu à ça. Qui peut alimenter un badge? Nous exposer un exemple concret d'alimenter un badge. Je l'ai montré un petit peu tout à l'heure avec Mélanie, qui est un compte fictif chez nous.
Mélanie, elle a un badge. Elle participe, elle a une activité d'animatrice dans un club au sein de son lycée, et elle documente en ajoutant donc à son badge des liens, des textes, des vidéos, des photos qui expliquent ce qu'elle fait. Donc n'importe qui peut alimenter un badge en fait à travers l'utilisation de la plateforme qu'on utilise nous qui s'appelle Open Badge Passport, qui est gratuite, permet de documenter son badge. Donc tout le monde peut alimenter un badge. C'est vraiment cette idée, pour être dans l'exemple concret aussi, que le badge n'est pas une fin en soi, mais que c'est un objet évolutif si on veut démontrer une montée en compétences, une progression dans des apprentissages. Et est-ce qu'on peut avoir le lien du livre blanc? Oui, je vais vous le fournir. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Ah, donc l'alimentation n'est pas une compétence reconnue. Je ne comprends pas cette question, Najwa. Bon, alors, je viens à ton secours parce qu'il est 43 et c'est pas tellement à ton secours parce que tu n'auras pas besoin de moi, mais en fait, moi aussi, j'ai mon mot à dire sur les badges. D'un tout autre point de vue, parce que on s'est rencontrés avec Philippe en 2017 à Bologne, une ville où Serge Ravet et toute cette communauté des Open Badge se rencontraient déjà depuis plusieurs années. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a une déclaration de Bologne qui était très troublante pour moi parce que en fait, il y a ce fameux processus de Bologne. C'est celui par lequel il y a un peu plus de 25 ans, les présidents d'université se sont dit en Europe, on ne comprend pas comment avancer, ce que sont les diplômes, comment vont se passer les échanges, la reconnaissance d'un séjour à l'étranger. On a besoin d'y voir plus clair. Et à partir de ces idées tracées sur une nappe de restaurant entre présidents d'universités européennes à Paris, donc il y a eu un traité, et le traité de Lisbonne, qui a été voté dans le cadre du processus de Bologne et qui vise à simplifier les parcours à l'international des étudiants avec une meilleure reconnaissance. Donc c'était aussi évidemment Bologne, c'est tout un symbole parce que c'est la plus ancienne université d'Europe, je crois, telle qu'on les connaît, la plus moderne aussi, et la plus moderne quand elle a été fondée au Moyen-Âge, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est toujours un symbole d'aller à Bologne sur l'enseignement et l'éducation. Et donc Don Prezon, Serge Ravet, dont Philippe nous a parlé, ont mis leurs grandes idées sur la reconnaissance ouverte dans un document dont je suis signataire, Philippe aussi. Petit à petit, ça s'est développé et ça a permis de créer l'association Reconnaître, dont je suis également membre à titre personnel. Et je trouve que c'est une dynamique formidable en fait de reconnaissance des personnes, des compétences. Ça fait bouger les cursus. Tu ne l'as pas dit, Philippe, mais je me sers souvent de l'exemple que tu m'avais donné à l'époque, que quand on est dans un cursus classique, on apprend énormément de choses, évidemment, en 3, 4, 5 ans, mais à certains moments, il y a besoin de faire évoluer la maquette. Or, les personnes au ministère qui vont relire lors de la nouvelle accréditation de l'établissement le master, s'il a trop bougé, ils risquent de le refuser. Et ça ne favorise pas en fait la modernisation des cursus et leur adaptation nécessaire actuellement aux crises qu'on est en train de vivre et qui vont s'accentuer dans l'avenir. Et donc, les Open Badge, c'est une façon de regarder les étudiants et de dire, mais toi, je sais que tu te donnes beaucoup de mal sur, je sais pas moi, l'utilisation des pesticides, l'utilisation très raisonnée des pesticides, avec un étudiant très impliqué qui a vraiment envie de faire de sa formation une occasion vraiment de réfléchir aux questions environnementales. Et le fait de lui reconnaître, c'est déjà pour lui, il savait pas que tout le monde n'était pas comme lui. Et non, son attitude n'est pas généralisable. Beaucoup de gens n'étudient que pour vite avoir le diplôme et gagner leur vie et pouvoir s'émanciper et s'autonomiser, et qui leur en voudrait.
C'est absolument normal. En revanche, je commençais à reconnaître comme ça les gens qui ont des parcours un peu différents, qui s'impliquent sur des nouvelles, sur l'avenir, en fait. Ça, c'est vraiment intéressant et les enseignants savent qui fait ça. Et une fois qu'on a réfléchi à ces nouvelles compétences, ces nouvelles aptitudes, on peut aussi dire à l'ensemble de la classe, regardez, vos futurs employeurs sont intéressés par ces compétences. Ce que certains ont fait, si vous faites la même chose, vous pourrez avoir des compétences. Ça ne remplace pas le diplôme, mais ça vient à côté, puis ça permet de documenter le moment venu une évolution des cours donnés, une évolution de la maquette en fait du diplôme. Alors, quand on parle de blockchain, pour revenir à mon sujet, en général, personne n'y comprend rien. Beaucoup de personnes pensent aux crypto-monnaies, au bitcoin. On ne sait pas vraiment distinguer les sujets. Et en fait, nous, à l'Université de Lille, et moi, j'étais financée à ce moment-là par le ministère de l'Éducation nationale, on s'est dit qu'il fallait regarder la blockchain comme un objet d'intérêt, ne pas être fermé, savoir en parler d'une façon simple pour défaire les peurs, en fait, et réfléchir à la meilleure façon dont on pourra l'utiliser en contexte éducatif. Alors, il y a tout un vocabulaire un peu difficile à comprendre pour les néophytes quand on démarre sur la blockchain, et notamment le mot registre. On se demande vraiment pourquoi c'est intéressant de parler de registre quand on n'est pas du tout dans l'informatique. En revanche, quand on est dans l'informatique, on sait que les registres, c'est là où sont stockées toutes nos données, en fait, et qu'il vaut mieux que ce soit bien structuré. Mais moi, pour en parler simplement, je me suis rendu compte que si l'écriture a été inventée il y a à peu près 5000 ans, c'est parce qu'à un moment, pour éviter les conflits, on avait besoin de garder des preuves de ce qui s'était passé, d'une transaction entre deux personnes, du déchargement d'une cargaison d'un navire, de notre état civil. Il y avait des recensements assez rapidement. Le cadastre, un seigneur donne un bout de terrain et puis 30 ans après, on peut imaginer qu'il y a une guerre à cause du terrain. Si c'est scellé dans le marbre, c'est quand même plus facile de retrouver qui était propriétaire de quoi. Et tous ces éléments-là existent encore. Non seulement l'écriture existe, et elle a suffi à instaurer la confiance à l'époque dans ces gros blocs qu'on voit avec de l'écriture cunéiforme. Pourtant, personne ne savait écrire et ni lire. En fait, il n'y avait même pas 1% de la population qui savait lire et écrire. Ces registres, l'écriture a été créée pour créer des registres. Ces registres ont subsisté jusqu'à nous, donc c'est de vous dire s'ils étaient pérennes. Et aujourd'hui, quand on les découvre, on peut se dire, mais l'écriture, elle a subsisté. C'est une innovation humaine qui est arrivée jusqu'à nous, en se transformant bien sûr en 5000 ans, mais qu'on utilise toujours pour l'état civil, pour le cadastre, pour les registres de banque, etc., etc. Et quand j'arrive au registre de banque, parce qu'on croit qu'on a de l'argent dans les poches, quand on a quelques pièces de monnaie ou des billets, mais en fait, depuis 5000 ans que l'homme voyait une vache, une poule et savait pas comment échanger les deux, on a créé des façons de changer le troc en ayant des plus petites unités. Si une poule c'était un sachet de céréales et qu'une vache c'était 100, on commençait à faire un rapport comme ça, une abstraction entre les choses. Et petit à petit, on a découvert que l'or c'était imputrescible, c'était bien plus pratique que le blé, mais ensuite c'était dangereux parce qu'on pouvait se faire attaquer. Donc il y a eu des comptoirs qui se sont développés grâce aux Italiens dans toute l'Europe, par exemple, pour permettre comme ça d'arriver à un endroit et de demander du liquide, mais c'était avec des traites, avec du papier. Et donc petit à petit, le crédit s'est installé et l'argent, aujourd'hui, il est complètement dématérialisé dans beaucoup de pays du monde. Pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays. Et quand on sort sa carte bleue et qu'on paye une transaction avec une carte bleue, ce ne sont que des transactions virtuelles, en fait, qui sont des inscriptions de registre à registre. Et c'est pour ça que la blockchain et les crypto-monnaies ne sont pas prêtes à disparaître, parce qu'en fait, elles nous parlent d'une évolution de deux des plus grosses innovations
humaines hein, que sont l'écriture et l'argent. Et c'est quand même des choses qui jouent un rôle très important dans nos vies, alors qu'on n'y pense pas forcément tout le temps. Donc c'était intéressant de découvrir ça. Maintenant, on n'était pas du tout intéressé par les crypto-monnaies, mais par les idées qu'avait pu apporter le Bitcoin. Et donc c'est l'idée du Bitcoin, en fait, c'est de remplacer la monnaie. Mais comme je vous ai dit, d'abord, pardon, je reviens en arrière, les registres. Donc, quand les personnes ont commencé à réfléchir à ce que la blockchain pouvait apporter en contexte éducatif, ils ont pensé au diplôme, parce qu'en fait, il doit être archivé 50 ans par les établissements. Et si on n'a pas été le chercher, on doit pouvoir le retrouver pendant 50 ans, ou on doit conserver les données des diplômes pendant 50 ans. Donc, en fait, déjà, réfléchir à la blockchain, c'était mettre un coup de projecteur tout à fait nouveau sur la modernisation de l'administration elle-même, et pas sur l'innovation pédagogique. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire. Quand on est migrant, qu'on a perdu son diplôme, bah, c'est vraiment une perte de chance énorme pour l'intégration dans le nouveau pays. Et quand on est un étudiant qui a réussi, eh ben, autant faciliter le partage de son diplôme. Bon. Donc ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est que justement, il y avait aussi des gens qui n'avaient pas de diplôme, que même si on avait un diplôme, on avait peut-être envie d'être reconnu ailleurs pour aller vers de nouvelles orientations. Et donc, quand je dis ailleurs, ça veut dire une personne qui développe une compétence, ça peut être à l'université, devrait être reconnue pour cette compétence aussi, et on pourrait lui ajouter à son diplôme, ou comme on l'a vu tout à l'heure avec les étudiants en formation agricole, se voir reconnaître une compétence en plus, bah, sur le CV, ça peut faire une différence pour l'employeur qui se dit, certes, il a son diplôme, mais en plus, il s'est vraiment impliqué dans telle ou telle compétence ou posture sur le développement durable. Et donc, ces deux choses alliées, le diplôme et la reconnaissance d'autres choses, l'idée globale de la blockchain, c'était de les retrouver à tout moment de la vie, tous ces acquis d'apprentissage, donc en anglais on dit learning outcomes, facilement dans un wallet. Alors là aussi, rien de nouveau sous le soleil. Philippe nous a rappelé que les portfolios, c'est des idées anciennes, mais la technologie ne suivait pas toujours, c'était pas très interopérable, et surtout, c'était difficile de retirer une compétence. Vous voyez, c'était aussi un travail souvent réflexif de l'enseignement supérieur qui disparaissait à la fin, l'étudiant perdant son identité étudiante. Et ben, il y avait un fort risque qu'il ne pense pas à sauvegarder son portfolio, ses compétences, et que tout le travail réalisé, bon, reste un peu un souvenir un peu vague dans sa tête. Alors, une fois qu'on avait clarifié les idées de la blockchain, il fallait aussi trouver la bonne blockchain, parce que le Bitcoin, il travaille par preuve de travail, il fonctionne avec un protocole par preuve de travail qui est consommatrice d'énergie. On n'a pas le temps d'aller dans les détails aujourd'hui, mais il y a des blockchains qui consomment beaucoup moins, 100 fois moins en fait que le Bitcoin. Et donc c'était plutôt ces blockchains qui sont intéressés. Et même dans l'idéal, une blockchain fermée pour le service public sans aucun minage. Donc vraiment l'équivalent de toutes nos solutions numériques qu'on est en train d'utiliser là ou d'autres, mais pour un document authentique comme le diplôme. Voilà, ça coûte moins qu'un mail, ça devient quelque chose de très facile à vérifier. Et donc sur ces idées-là, et ben à l'université de Lille où je suis, on a travaillé à réinventer le diplôme au XXIe siècle selon les idées du livre blanc du MIT Media Lab. Et ce qui est intéressant, c'est que eux, ils l'ont vu de façon vraiment technologique, avec un nouveau standard informatique qui s'appelle les Verifiable Credentials ou les Decentralized Identifiers. Mais nous, comme je l'ai demandé à l'équipe opérationnelle de la scolarité qui a été mise à ma disposition après le Covid, parce que la directrice de la scolarité trouvait que les étudiants avaient trop souffert à cause des diplômes papier pendant le confinement, qu'ils n'avaient pas pu aller s'inscrire ailleurs, etc. Et donc, ils ont eu beaucoup plus d'idées que le MIT. Ils ont dit d'abord, il faudrait traduire en anglais parce que ça rendrait vraiment service à énormément de gens.
et on mettrait bien sur la version anglaise, seule la version française fait foi. Voilà. Ensuite, il y en a un qui a dit, on en a assez de voir mention admis, mention passable. On a travaillé 3 ans, on n'a peut-être pas eu de mention, mais on a quand même eu son diplôme. Et cet adjectif en français passable était très déprimant. Donc, on l'a retiré de l'attestation numérique de réussite au diplôme. Et puis ensuite, il y avait un étudiant qui avait déjà reçu un diplôme numérique dans une grande école française qui m'a dit « Ah, cette mocheté là !» Et donc, je me suis dit « très important, la beauté, c'est important. » Donc, on va travailler sur le design de l'attestation. Et c'est comme ça qu'en fait, on a été au-delà de juste, je veux dire, c'est pas un scan ce qu'on a fait. On a travaillé avec un partenaire qui s'appelle BC Diploma. On a fait quelque chose qui était accessible aux étudiants tout de suite, qui était facile à comprendre, cliquable, voilà, traduit. Et on en a déjà envoyé 60 000 à l'heure actuelle, qui ont été revus 131 000 fois dans 150 pays. Et j'ai été voir tout à l'heure. Et donc, voilà, ça sert, quoi. Ils se disent tout de suite que leur diplôme est valorisé finalement et toutes ces années de travail. Et j'adore la reconnaissance ouverte, mais je me suis dit, c'est comme ça que j'ai réfléchi, et ben il faut aussi un peu plus de reconnaissance pour le diplômé lui-même. C'est-à-dire, c'est aussi un effort continu pendant des années pour ça. Ensuite, il fallait une blockchain durable, et donc au niveau européen, il y a une infrastructure européenne de services blockchain qui s'est créée, qui s'appelle le BSI, et qui a l'objectif, qui est un objectif vraiment politique ambitieux pour les 27 États membres de l'Union européenne, d'offrir une plateforme distribuée entre États membres et dans lequel on émettra les nouveaux standards. Donc c'est encore autre chose que ce qu'on a fait nous, parce que quand on en sera là à émettre des verifiable credentials, eh ben les personnes auront dans leur smartphone un mot, juste marqué diplôme, et ils pourront l'envoyer facilement. Je veux dire, de smartphone à smartphone, les machines se parleront et on saura que la personne qui se présente a bien le diplôme qu'elle dit. Voilà. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas encore habitué, qui va venir dans les années qui viennent, mais c'est encore très tôt. Et c'est pour protéger nos données, c'est pour ne plus avoir besoin de dire où on habite, notre date de naissance à quelqu'un qui nous demande juste le diplôme et qui n'a pas le savoir. Il vérifie comme ça la véracité du diplôme. Et là où c'est intéressant, c'est que les open badges étaient dans les idées de décentralisation bien avant les blockchains. Et donc, au niveau technologique, on est vraiment arrivé à une convergence, puisque tu parlais, Philippe, tout à l'heure, des badges version V2, et il y a une nouvelle version qui est sortie, je crois, en 2022, qui s'appelle V3, et que personne n'utilise aujourd'hui, mais qui est conforme aux standards des verifiable credentials qu'on va utiliser pour nos diplômes aussi. Voilà, donc j'ai terminé, je vous ai dressé à grands traits l'avenir des diplômes et des open badges dans un e-wallet. Ce sont des projets qui nous dépassent en temps et en habitude de projets rapides ou de projets, enfin rien n'est rapide. On sait, Philippe et moi, que ça prend du temps et qu'il faut toujours convaincre, mais je trouve que c'est chouette parce que ça veut dire que l'Union européenne se préoccupe en tout cas de nos données personnelles, puisqu'en travaillant sur des verifiable credentials, on remet vraiment le citoyen au centre de ces données. Et ça, c'est intéressant pour l'avenir. Voilà, Philippe. Oui, alors on a essayé de développer les open badges, mais alors à l'université, c'est aussi très très long. Et on en a émis pour reconnaître le travail de nos étudiants. Je trouve ça intéressant comme ligne directrice. Moi, je trouve qu'un étudiant, s'il prend un job étudiant, c'est d'abord pour gagner de l'argent. Et c'est le cas, là. Ils gagnent de l'argent en étant vacataires à l'université. Mais il y en a, ils sont vacataires toute l'année pour devenir tuteurs, par exemple, sur les compétences documentaires en bibliothèque. Et donc, ils acquièrent évidemment tout au long de leurs années de travail vraiment d'excellentes compétences scientifiques pour discriminer les livres, les ouvrages scientifiques les uns par rapport aux autres. Et finalement, ils pouvaient le mettre dans leur CV, mais c'était pas vérifiable
Et donc, c'était une chose aussi, souvent, c'est pour ça qu'on parle de posture, je pense. Les personnes ne savent pas forcément parler bien de ce qu'elles ont fait. Dès qu'on est dans une démarche d'open badge, eh ben, le SCD, le service commun de la documentation, réfléchit au open badge et systématise ensuite la reconnaissance de ces compétences acquises par l'ensemble des étudiants qui travaillent. Vraiment, je trouve que c'est un grand plus, c'est une très bonne idée et ça a été fait à l'Experium aussi. C'est des doctorants qui viennent faire de la médiation scientifique et alors qu'ils ont souvent la réputation auprès des employeurs d'être trop dans leur thèse, là, ils démontrent aussi leur capacité à s'adapter à toutes sortes de publics, que ce soit une délégation étrangère, des lycéens venus se renseigner sur la recherche. Voilà à quoi servent les open badges. Pour l'instant, c'était pas fait. C'est-à-dire que la personne responsable, si on lui demandait, elle faisait une lettre de recommandation, mais ça n'avait pas été pensé. Là, on a travaillé avec un ingénieur pédagogique, on a décrit les compétences de façon simple. Enfin, derrière, il y a un arbre comme ça, mais on est resté simple pour que l'employeur puisse comprendre. Et les étudiants doctorants pourront le montrer par la suite s'ils sortent de l'université. Voilà, j'ai terminé. Ah, c'est vrai, merci Philippe. Ça, c'est la question, tu vois, il est 19h03, mais c'est la question à laquelle il faut vraiment répondre. Quel est le lien de relation entre les mots-clés techniques des notions ouvertes de la technologie open source, open science, open badge? Merci cordialement, Philippe Petitqueux. Alors, je vais commencer par open source, tout simple. Enfin, je vais le faire en très simple, très simple. Vous pouvez aller chercher open source, sinon ça va devenir plus compliqué. L'idée que l'informatique a été développée à l'université fait que tous les développements informatiques étaient laissés en libre accès et ont développé une culture en fait de partage lors des conférences scientifiques, ce qui était la seule façon en fait d'accélérer les développements de l'informatique. Et l'open source, c'est toujours reconnu, même pas des personnes qui sont vraiment les chantres de la fermeture, reconnaissent que sans l'open source, on ne serait pas du tout allé aussi loin dans les développements informatiques qu'on l'a fait. Et ça a inspiré, notamment sur l'open education, les chercheurs du MIT à la fin des années 90 qui se sont dit il faut qu'on fasse avec les contenus éducatifs la même chose qu'avec notre code. Et donc, on laisse nos contenus éducatifs en libre accès sur Internet. Et petit à petit, les idées se sont confrontées avec celles des juristes. Et les juristes se sont dit, bah oui, les informaticiens veulent donner un libre accès à la connaissance à tous. C'était aussi les idées du World Wide Web. Et comment garantir que le droit d'auteur sera respecté? Et donc, il y a Monsieur Lessig à Harvard qui a créé le mouvement des Creative Commons pour que l'auteur puisse faire connaître et faire voir, rendre lisible et visible ce que l'auteur voulait pour sa ressource et le fait de la partager et qu'elle puisse être réutilisée. Donc moi, quand j'ai rencontré les open badges, je me disais qu'est-ce qui est open dans les open badges? C'était le fait que la technologie était open source en fait. C'était ça le lien d'origine. Maintenant, ce mot open est magique parce qu'il permet de dire que ça va plus loin, qu'on est sur une ouverture d'esprit, dans un humanisme. Et c'était pas de l'open education, c'était pas du droit d'auteur, les open badges, c'était vraiment que la technologie d'origine était open source. Maintenant, si on veut parler d'open science, l'idée c'est que dans l'open education et l'open source, c'est que quelqu'un a déjà payé pour vous. Et que donc, c'est pas la peine de repayer parce que c'est comme si un livre avait été écrit à la demande d'un gouvernement ou un rapport de consultant. Il faut qu'il soit accessible. C'est quand même la base de la transparence de la vie administrative. Et donc, le fait que quelque chose a été payé par quelqu'un, on n'est pas dans le droit d'auteur classique. Même s'il y a une création originale des personnes, elles ont accepté de céder leurs droits d'auteur par avance en contrepartie du paiement de leurs travaux. Et donc là, c'est un peu cette idée-là que si l'État a déjà payé toute l'infrastructure, les locaux, les traitements des fonctionnaires, des enseignants, et qu'en plus, il y a un financement
pour tout l'accompagnement technopédagogique pour partir d'un cours et en faire une vraie ressource éducative numérique. Et ben la contrepartie, c'est que l'enseignant accepte de mettre une licence libre qui va donner une visibilité maximale en fait à son travail. Pour la science, c'est pareil. Une recherche, ça dure des années, surtout quand elle est scientifique. On paye la première fois pour tout ce que je viens de dire pour la ressource pédagogique, parfois avec des instruments extrêmement coûteux, si c'est de la recherche, je sais pas, nucléaire, d'accélération de protons, etc. Donc, il en sort un article scientifique, et là, les auteurs, qui sont des chercheurs, le proposent à une maison d'édition, et si la maison d'édition accepte, alors les universitaires sont fous de joie de payer 2 000 € pour avoir le droit de publier dans la revue Nature, par exemple. Et après, la bibliothèque repaye une 3e fois le fait de pouvoir la donner à ses étudiants. Donc c'est un peu fou. On peut reconnaître que parfois les éditeurs font extrêmement bien leur travail et que les peer reviews sont parfaites, mais globalement, ça coûte trop cher et surtout, ça ferme tout. Parce que les chercheurs donnent leurs droits d'auteur sur ces articles et ils ne sont plus accessibles nulle part ailleurs. D'où une stratégie française sur l'open science, dont l'objectif est que tous les textes publiés dans la recherche soient publiés sous un portail HAL généraliste. Là, je parle de la France, mais c'est très ouvert. Voilà, il y aurait encore tellement de choses à dire, mais il est 19h08, donc je vais m'arrêter. Voilà, il y a l'open data, c'est les jeux de données. Et il y a l'Open Gov, c'est justement la transparence de ce qui est produit par les gouvernements pour que les citoyens puissent y avoir accès. Voilà. C'est toute une famille intéressante, c'est là où on partage. Merci. Il y a 4 nouvelles questions. Ah non, alors... Quel est le lien de relation entre les mots-clés techniques? Ah ben, ça, c'est Mohamed. D'accord, je l'avais pas vu. Je viens de le faire, ça, oui. Est-ce que vous pouvez partager le lien de ressources de référence? Je ne vois pas de quelles ressources. Alors, on peut partager ce qu'on a fait à l'Université de Lille. C'est aussi un livre blanc comme... Oui, moi j'ai déjà partagé des liens. On a une autre question, c'est est-ce qu'il existe une relation entre le score des points crédits accumulés par le candidat apprenti e-learner d'après le programme du projet du système européen ECTS avec les badges numériques? Donc, est-ce qu'il y a une relation entre les ECTS et les badges numériques? Eh bien, alors, ça, c'est vraiment une question clé parce que moi, je suis vraiment au niveau de la scolarité. Apogée, c'est l'endroit où, s'il y a des ECTS, ça va être reconnu. C'est-à-dire que ça passe par le système informatique. Et ça, il faut comprendre que c'est une grande force de travailler sur la dématérialisation des diplômes. Parce qu'au final, on a les mains dans le guidon des personnes qui nous disent « Ah oui, ça, c'est pas reconnu, donc ça serait bien que ce soit un open badge. Ah non, ça représente un crédit ECTS, il faut qu'il y ait un certificat émis par le logiciel Apogée. » En France, hein, mais je pense que c'est finalement la logique informatique nous permet de bien catégoriser ce qui doit être un open badge et ce qui doit être... émis par le logiciel dédié au certificat déjà reconnu. Maintenant, parfois la démarche Open Badge, c'est ce qu'elle permet, c'est d'être d'abord libre, de faire ce qu'on veut, de reconnaître ce qu'on veut. Il y a des certifications qui ont plus de valeur que 50 diplômes. Hein. Donc, on peut très bien imaginer qu'un Open Badge va vraiment faire la différence sur 100 candidats qui ont le même genre de CV. J'ai envie de dire, non, il n'y a pas d'équivalence avec les ECTS dans le sens où c'est pas ce qui est voulu. Pourtant, dans Europass, c'est les CV qu'on peut faire multilingue au niveau européen. On va au maximum vers des modules uniques pour certifier des compétences. Et parmi la pile de travail que j'ai à faire, c'est comment un établissement de l'enseignement supérieur se connecte à Europass en tant qu'établissement pour émettre des credentials, qui sont des open badges finalement. On est vraiment sur des questions, pour moi, hein, c'est ma façon de voir, mais très techniques au final,
et derrière très politique. Que vaut un open badge? À quel moment il va se transformer et s'institutionnaliser pour entrer dans une maquette? Comment est-ce qu'on pourra le ressortir de la maquette pour le rendre unique? C'est vraiment des... Merci pour cette question. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore une autre question, Philippe, ou c'était terminé? Non. C'est très bien. Je crois qu'il y a Maria qui nous demande comment continuer à suivre vos travaux. Maria Loureiro qui nous demande ça dans le chat. Donc, je sais que vous avez partagé des références. Mais est-ce qu'il y a un endroit où en effet, ou plusieurs endroits auxquels il faut être, se connecter régulièrement pour être au courant de tout ça, ou simplement vous suivre sur les réseaux, ou je ne sais pas. Oui. C'est spécifique au badge. Vous pouvez rejoindre notre mini réseau social. Je viens de mettre le lien. C'est un petit réseau social qui regroupe tous ceux qui sont intéressés par les badges. Il y a 700 personnes. Voilà. Après, il y a aussi LinkedIn au niveau de l'association. On publie pas mal de choses. Et puis, si vous êtes dans une des régions de métropole, il y a peut-être un collectif d'acteurs que vous pouvez rejoindre. Si vous êtes en Pays de la Loire, il y a le collectif Badgeons les Pays de la Loire. En Normandie, il y a Badgeons la Normandie. Dans les Hauts-de-France, en Hauts-de-France aussi. Donc, c'est déjà un ensemble d'acteurs de l'éducation, de l'insertion, de l'emploi, vers lesquels vous tournez. Voilà, et nous, il faut écrire à oeg.francophone@gmail.com. Occitanie, on vous intégrera dans la liste. Oui, tu l'as dit déjà. Bon, je suis un peu fatiguée. Dans la liste de diffusion des prochaines. Maria, en Occitanie, il y a un gros collectif qui s'est lancé et il y a en plus le forum des Open Badge qui a lieu à 7 du 3 au 5 juin. Donc là, faut pas hésiter, c'est un collectif récent et très dynamique. Très dynamique, mais c'est génial tout ce que vous avez fait et réalisé. C'est ça, on a l'impression que les choses vont lentement, mais quand on voit toutes vos réalisations en 5 ans, c'est vraiment très impressionnant. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. À demain pour le dernier webinaire avec Mona Laroussi, la directrice de l'IFEF, l'Institut de formation des maîtres à distance. Et on se retrouve donc à 17h pour le dernier webinaire. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bye bye. Merci. Au revoir.